Hello mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Je suis enchantée d'être avec vous aujourd'hui pour ce nouvel épisode que je viens d'enregistrer. Je ressors avec plein d'idées créatives parce que justement c'est de ça dont on a parlé, d'intuition, de créativité, d'observation, de voir les choses sous un angle différent et de penser par soi-même. J'ai le plaisir d'avoir accueilli aujourd'hui avec moi Olivier Saguez, le fondateur et dirigeant de Saguez et Partners, cette agence de design mondialement connue qui a travaillé avec les plus grands noms du monde de l'industrie, du marketing, bref, vraiment une référence du monde du design, du monde du marketing. Vous pouvez imaginer que j'étais enchantée puisque ce sont des sujets qui me passionnent. On a parlé du parcours d'Olivier, bien sûr, mais surtout fondamentalement, on a parlé de design, de qu'est-ce qui fait la différence, de comment être remarquable. On a parlé de, comme je disais, comment penser différemment, comment émerger. Je pense que c'est une véritable masterclass que nous a donné Olivier, pas une masterclass business, figurez-vous, une masterclass de vie. Je vous invite à découvrir le livre d'Olivier qu'il a écrit pendant la période du Covid, à savoir La Manufacture Design Global. Et je vous invite aussi, bien sûr, à suivre Olivier, à lui envoyer un petit message sur son LinkedIn qu'il suit. Je suis sûre qu'il sera enchanté. Écoutez bien l'épisode jusqu'au bout et si jamais ça n'est pas fait, bien sûr, pensez à vous abonner parce que j'ai énormément d'autres épisodes hyper sympas sous mon escarcelle qui vont arriver dans les prochaines semaines. Ça vous permettra de ne pas les rater. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Olivier Saguez. Olivier, je suis enchantée. Merci mille fois d'avoir accepté cette invitation. Alors, j'ai 150 questions devant moi, donc on va pas du tout avoir assez de temps, mais c'est pas grave. On fera peut-être une V2 un peu plus tard. Pour commencer, parce qu'il faut bien commencer quelque part, j'ai eu envie de vous citer et je serais curieuse d'avoir, d'avoir votre avis sur cette phrase que vous avez dite ou écrite, qui est: «Il faut lire, se cultiver, voyager, s'intéresser aux autres. Sans cet équilibre de vie, je n'aurais pas aussi bien réussi mon entreprise». Et j'ai adoré cette phrase parce qu'elle paraît contradictoire avec l'idée qu'on a de succès et de travail, d'ambition. Je suis sûre que vous avez énormément travaillé, mais malgré tout, vous avez voulu garder, cet équilibre et puis cet équilibre créatif, cet équilibre pour l'esprit, ce qui est un truc qu'on oublie parfois quand on travaille beaucoup. Donc ma question c'est: quand est-ce que vous l'avez mis en place cette idée? Est-ce que ça a été quelque chose de naturel pour vous? Et puis deuxièmement, comment ne pas se laisser dépasser par le quotidien qui nous happe dans nos vies bien trop remplies? C'est une vaste question. En fait, c'est pas, quand j'ai dit ça, c'est pas une détente forcément, d'aller voir ailleurs. Ça peut l'être, mais c'est surtout mon métier. En fait, ma qualité, je pense, une de mes qualités premières, c'est que je sais bien observer, je sais bien voir les détails, je sais bien regarder par la fenêtre. Je m'ennuyais beaucoup à l'école et je regardais très bien par la fenêtre. J'ai même découvert que je savais voir dans les nuages des choses que les gens voyaient pas, des paysages, des formes, des objets, des personnages, et cetera. Je m'évadais, voilà, et le métier de designer, c'est de regarder par en dessous, par au-dessus, à côté, Mmh. derrière. C'est voir les usages des gens avec quelque chose, un produit, un objet, une marque, un lieu, un espace, et c'est donc on a besoin d'aller voir autrement. Par exemple, j'ai fait un petit tour du monde, l'année dernière, passée, un petit tour du monde qui a duré quand même un mois et demi, pour aller voir les maisons sur pilotis, ça m'intéressait. Mais j'ai vu des choses. Je reviens avec des regards différents, des regards croisés, des regards par en dessous, et cetera. Donc ce besoin-là, il est déjà inhérent à moi-même, à ma personnalité, et puis il est inhérent, je pense, à l'homme. L'homme, faut éviter de se regarder le nombril, quoi. Faut regarder les autres, faut regarder beaucoup de choses, et c'est riche, tout m'intéresse, je suis boulimique de tout. Dès qu'on me parle de quelque chose qui est passionnant, beau enfin, pas tout m'intéresse, mais beaucoup, beaucoup de choses, et puis ce qui m'intéresse le plus, c'est l'homme, la nature, le monde du vivant, plus que l'homme. L'homme fait partie du monde du vivant, donc je mets la nature dedans. Donc ça, c'est déjà un aimant, et tout ce que l'homme a pu faire de bien ou de mal, heu dans cette nature offerte, si j'ose dire, dans ce monde du vivant. Ça m'intéresse beaucoup, voilà, toutes les civilisations, tout. Alors d'abord, souvent les designers ont pas forcément un fond de culture. Moi, j'ai aussi une formation histoire de l'art, donc tout ce qui m'intéresse, c'est aussi, la culture, ce qui par exemple,
c'est pas les États-Unis, c'est intéressant, mais ce qui m'intéresse encore plus, c'est l'Asie. Ce qui m'intéresse plus, c'est Singapour. Ce qui m'intéresse plus, c'est le Cambodge, qui est différent du Laos, et cetera. Leur culture, justement, comment leur design, c'est quoi leur design? Comment font-ils? Parce que le design, c'est la vie quotidienne des gens, quoi. Mon boulot, c'est de simplifier la vie quotidienne des gens. Donc j'ai besoin de voir beaucoup de gens. Tous les gens m'intéressent. La banlieue m'intéresse, mais si je suis à Toulouse, c'est la Toulouse qui va m'intéresser, le centre, la périphérie, à côté, et cetera. La petite ville moyenne, le village, je suis toujours en train d'observer, quoi, même dans le train, voilà, Là, vous et êtes donc arrivé. quand je suis en week-end, hein, indirectement, je le dis pas, mais je réfléchis, je regarde, j'observe, voilà, j'observe tout le temps, voilà. Et je vois que c'est pas une observation, passive. Au contraire, c'est une observation où en permanence vous posez la question de: «En quoi c'est différent? En quoi ça pourrait être utile? Voilà, Pourquoi? Pourquoi?» voilà, Donc beaucoup de voilà. questions. Pourquoi c'est là? Pourquoi c'est fait? Est-ce que ça marche? Il y a toujours quelque chose à apprendre, voilà. J'ai pas beaucoup travaillé étant jeune, quand j'étais dans les classes, primaires. Bon, après ça s'est rattrapé, donc je me rattrape, voilà, et cette observation, c'est un fond de bagage, quoi. J'ai Mmh. découvert que l'observation, c'était vraiment une qualité que j'avais et que je ne savais pas m'en servir, et j'ai découvert même qu'il y avait un métier qui pouvait être utile avec ça, donc c'était formidable. Bon, après après, on en reparlera, je me suis découvert petit à petit, d'autres choses. Non, puis là, le monde est intéressant. Donc, par exemple, je vais beaucoup en Grèce, mais après, quand je suis en Grèce à un endroit, j'aime bien aller voir une autre île pour voir la différence par rapport à l'île de Mmh. laquelle je suis, etc., etc. Et puis quand je lis, alors je déteste aussi les coups de cœur impulsifs. C'est-à-dire quand moi j'ai la même femme, je lis à peu près les mêmes auteurs. J'ai aimé Les Trois Mousquetaires, je les aime encore. J'aime encore mieux Le Vicomte de Bragelonne, et cetera, et cetera. J'aime bien faire le tour de quelque chose. J'ai horreur de survoler. Par Mmh. exemple, si j'aime Mozart, à un moment, je n'ai écouté pendant 10 ans que Mozart, le temps d'en faire le tour. Après, je vais peut-être essayer d'évoluer un peu, mais je déteste papillonner. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si c'est la Grèce, c'est la Grèce. Donc, c'est pas l'Égypte. Bien que je suis allé en Égypte récemment, mais la Grèce, ça a duré 20 ans quand même. Euh, le temps d'observer, le temps de comprendre, le temps de mûrir, le temps de ça diffuse. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, ma boulimie, elle n'est pas prime sautière d'un saut trop rapide d'un sujet ou d'une inspiration, parce que soyons clairs, c'est des inspirations à l'autre, voilà. J'aime du reste, j'ai toujours à ma femme, elle aime bien la première fois, il faudra que je revienne pour mieux voir, voilà. J'aime bien cette idée. Ce qui est intéressant, je pense pour beaucoup de personnes qui nous écoutent, c'est qu'ils ont envie d'avoir cet état d'esprit parce que je pense qu'on sent bien que sinon on est terne, qu'on n'arrive pas à s'inspirer, que finalement on rentre dans une routine. Mais en même temps, comme tout le monde n'est pas dans des métiers, créatifs, souvent ils ne prennent pas le temps. Et donc je pense que vous, bah, vous aviez un métier créatif donc c'était peut-être plus aligné. Mais est-ce que vous auriez, je sais pas, un conseil à donner à des personnes qui aujourd'hui ne prennent pas le temps, sentent peut-être qu'ils ont un manque ou le sentent pas, mais on pense nous Mmh. qu'ils en ont un, pour réussir à insérer ça dans leur vie? Parce que par exemple, quand vous avez créé, votre entreprise, bah, j'imagine que vous aviez 150 000 trucs Ouais, à bien faire toute sûr, la journée et que le quotidien aurait pu vous rattraper aisément. ouais. D'abord, je suis assez organisé quand même, méthodique. Je suis aussi ma femme est encore plus organisée, donc c'est important pour la vie, les enfants, et cetera. Enfin, Mmh. tout c'est derrière la tendance, et donc et puis soyons clairs, regarder ailleurs, ça peut être simplement, partir, à la campagne, voilà, observer, poser des questions, s'intéresser, et cetera. Donc c'est quand même un truc possible, et malgré le peu de temps qu'on a. Donc, j'ai des conseils, je dirais on a toujours le temps. Après, si on a toujours la mauvaise excuse de, voilà. Puis il faut des temps Sûr. à soi, non pas pour se reposer, mais pour se nourrir, si j'ose dire, voilà. Si on veut lire, ben, il faut prendre, le soir, au lieu de regarder, une série ou je ne sais quoi, à un moment se dire: «Tiens, il faut que je regarde». Voilà, et c'est pas professionnel, c'est même personnel pour sa Mmh. culture, ou voyager ou je ne sais quoi, écouter. J'ai un truc quand même, j'ai 2-3 trucs. J'ai un truc que je dis à mes enfants, c'est en début d'année, j'ai un cahier, j'ai toujours les mêmes cahiers depuis 20-30 ans, et cetera, donc j'en use beaucoup, et celui de début d'année, je le reprends neuf parce que je vais en changer au moins 3-4 fois dans l'année, je vais en avoir des nouveaux, mais celui-là, il est neuf, et sur une page cachée, parce que mon cahier tombe des fois entre des mains,
je me mets moi-même des noms de gens que je veux rencontrer C'est génial. et je me dis à la fin de l'année, je regarde et je me dis: «Est-ce que j'en ai fait au moins la moitié?» Au moins la moitié et je l'ai en fait la moitié et c'est un petit truc entre moi parce que si l'écrire ou le dire aux autres, c'est s'obliger à le faire. Vous voyez ce Ouais. que je veux dire? C'est comme si voilà et j'aime beaucoup ça et je le dis pas parce que je suis pas sûr de le faire quand même, mais je le sais ça. Je sais qu'à la fin de l'année, je regarde et là, j'ai regardé il y a, je sais plus, un mois à peu près, un certain nombre de carnets de 10 ans. Bon, j'ai fait à peu près la moitié. J'ai jamais été fait, les 10 sur 10 quoi, voilà. Ça, c'est un truc important, C'est voilà. génial. Voilà, il faut faire ce qu'on a dit qu'on allait faire, voilà et il Vous faut se avez fixer des objectifs très clairs. Ma femme est encore dans les voyages encore plus rigoureuse que moi et je fais des fois, je cours derrière parce que, ouais, je lui ai promis, il faut faire. Faut teni La vie est courte, hein, donc on a intérêt à vite. Du reste, le rythme que j'ai est bien plus rapide et plus fort que celui quand j'avais 20 ans, soyons clairs. ah oui. Là, j'ai fait une erreur, j'aurais dû prendre ce rythme plus intense, quoi, voilà et ça, c'est un truc. Il y en a d'autres, mais celui-là, c'en est un, je trouve. J'aime beaucoup l'idée et ça rejoint ce que vous m'avez dit, rapidement avant qu'on mette, play et qu'on commence à enregistrer, qui est que finalement, moi je suis entrepreneur, mais je suis surtout entrepreneur de ma vie et il faut être entrepreneur de sa vie. Ou en tout cas, c'est ça, j'ai Ouais. l'impression, votre état d'esprit. Alors, oui, c'est quelque chose que j'ai découvert, je vais être obligé d'être un petit peu long. Quand j'étais donc jeune, vous avez compris, jusqu'en s en avant de rentrer en sixième, j'avais quand même 2 ans de retard. J'ai attaqué la sixième avec 2 ans de retard. Parce que Vous parce devez que avoir 2 ans d'avance. Moi, je vais non avoir 2 ans de et ça retard. juste pour vous demander, Parce que Olivier j'étais dyslexique, parce que OK. j'étais ailleurs, j'étais presque, ouais, j'étais complètement voilà, je suivais pas alors que mes frères et sœurs étaient dans des grandes écoles et cetera. J'étais ailleurs, voilà et par hasard, je suis allé dans une école Jean Sommerhill à la française, sublime école, intelligente, on travaillait un peu le matin et l'après-midi, c'était des travaux manuels, c'était du sport, c'était la nature. On se mettait autour des arbres allongés et on devait, en se donnant la main pour regarder la cime des arbres et dire ce qu'on voyait. J'étais tout d'un coup celui qui avait la meilleure note parce que je voyais plus de choses, donc j'ai eu confiance en moi, voilà. Mmh. Voilà et je me suis éveillé, voilà, je me suis vraiment éveillé. J'ai appris le sport, là, c'est très important, le sport sur la culture du bien-être, de son corps, de le bouger. Important de faire des choses de ses mains, important de faire c'est une école extraordinaire, hein. Même Summerhill que j'ai visité, en Angleterre, c'est pas elle avait des moyens extraordinaires, c'est une école publique. J'étais persuadé du reste que ça toute l'éducation nationale serait comme ça et quand j'ai mis mes enfants à l'école, j'ai vu que c'était encore la prison, Mmh. ou une semi-prison, et ça serait pas l'éveil de ce que j'avais. Mais pour revenir à votre question qui était, Pourquoi vous étiez entrepreneur de votre vie? entrepreneur de ma vie, j'ai jamais pensé alors je suis obligé de dire ça, c'est qu'après donc, j'ai rattrapé, si j'ose dire, je suis retourné dans l'enseignement, traditionnel et puis j'ai toujours été, dans la partie un peu artistique. Mes parents pensaient que j'étais pas tout à fait normal, donc j'apprenais à dessiner avec un peintre et cetera. Bon puis et puis j'ai passé un bac à l'époque, artistique, voilà et puis après j'ai fait les écoles, comme l'école Boulle et cetera. Et vous Mais aviez pas, vos parents enfin vous aviez pas un on va dire un environnement familial non. particulièrement, Non, dans le milieu de pas l'art quoi? pas du tout, ni entrepreneur ni «artistique» Ouais. entre guillemets. On va voir qu'après je suis pas un artiste, hein, mais ça c'est autre chose et mon père, toujours dans les bons conseils de vie, mon père avait une bonne idée et lui mon père c'était pas un entrepreneur, c'était directeur des coop à l'époque, voilà, directeur général des coop et tout et qui était une grosse boîte un peu comme un Leclerc de maintenant ou un Intermarché de maintenant, mais qui était un mouvement coopératif très très ouvert. Bon bref, mon père, faisait un truc, c'est si on travaillait l'été, un mois, il doublait en salaire. Alors j'allais dire qu'on travaillait. Donc j'étais pompiste et cetera. Mon frère faisait les bureaux, moi j'adorais, c'était faire les métiers, de terrain. D'abord, on était mieux payé en travaillant chez Renault en OS, je faisais ça en intérim ou je faisais pompiste ou je faisais, je sais pas quoi, livreur et cetera et qu'est-ce que je voyais en travaillant? C'est que les gens s'ennuyaient au travail. Tout le monde me disait le lundi vivement vendredi, le lundi, ils regardaient les ponts, ils regardaient les vacances. Je me disais: «Ils ont 20 quoi? Ils ont 30 ans». Moi, j'avais 18 ans, 19 ans, 20 ans. Je me disais: «Mais c'est ça la vie professionnelle?» et j'ai Mmh. toujours cru, parce que je suis un grand naïf, un grand candide et surtout j'étais, pas très mature, mais c'est pas grave, je me suis dit: «On va s'ennuyer». Et donc j'avais toujours ça en tête. Donc côté entrepreneur, ça ne l'était pas, d'accord? C'est venu par hasard, c'est que quand j'ai fait un stage,
J'étais à l'école Boulle, je faisais un stage. J'ai eu un stage chez Raymond Lévy qui était le pape du design à l'époque, un franco-américain. Je me suis dit: «C'est pas possible, je m'ennuie pas». Je me suis dit: C'est sympa, c'est agréable, c'est bien». En plus, ils m'ont proposé de m'engager au bout d'un mois. Mais comme à l'école, je faisais quand même pas mal la fête et puis que j'avais en plus mon service militaire, je voulais être chasseur alpin, je me suis dit: «Oh là là, je vais pas dire oui tout de suite». Et comme j'étais aussi un naïf, je suis revenu 2 ans après, ils m'ont quand même embauché, quoi. Et là, petit à petit, d'abord j'ai compris qu'être entrepreneur, c'est avoir des convictions, c'est, agir par soi-même, c'est, avoir la réponse avant d'énoncer le problème et cetera. D'avoir des initiatives tout le temps, même si on est entre guillemets «salarié», on peut être un entrepreneur, il y a pas de Bien problème. sûr. Donc ça a changé et là, tout d'un coup, je me suis dit: «Bah, je vais un peu commencer à consommer». Mais ça a mis du temps à phosphorer et puis j'ai pas été entrepreneur tout de suite, je l'ai été 8-10 ans après, voilà. Mais entrepreneur de votre vie, l'idée c'est un peu instillé à ce moment-là, en fait, Ouais, que vous ouais, deviez pas prendre le contrôle, mais un peu comme l'exemple que vous citiez avec le calepin finalement, ouais. un peu de décider de ce que vous Ouais, vouliez. ouais, ouais. Ma femme compte beaucoup. Voilà, ma femme, elle compte beaucoup et on s'est beaucoup mutuellement encouragés. On forme un couple, donc on forme une troisième personne entre nous et cette troisième personne, elle est très exigeante. Elle est exigeante pour l'un et pour l'autre et elle est exigeante pour le couple de pas se laisser aller, quoi, voilà. De pas se laisser aller dans le bon sens du terme. C'est pas être J'ai pas été entrepreneur pour réussir socialement ma vie, ni, même si j'ai en plus réussi socialement ma vie, gagné de l'argent et cetera. Non, c'est simplement ne pas s'ennuyer dans la vie, voilà. Ne pas s'ennuyer. Par exemple, j'ai plaisir à venir, j'ai encore regardé des choses hier soir, ce matin je me suis levé tôt, j'ai encore regardé un jour, c'est déjà un plaisir. Si c'était pas un plaisir, vous voyez ce que je veux dire? Ça n'empêche pas de extrêmement travailler, extrêmement bosser ces choses, mais c'est très important, voilà. Et donc, il faut se mettre à la hauteur de l'exigence des rencontres qu'on a, qui sont possibles dans la vie, je trouve, voilà. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, vous décidez de lancer votre propre agence? J'ai travaillé chez Raymond Lewis, c'était formidable, c'était une agence et d'abord j'avais une formation d'architecte d'intérieur et là, l'architecte d'intérieur, ce que disait du reste Jean-Michel Villemotte, que vous avez interviewé, le problème c'était la technique qui était très laborieuse. En plus, il fallait faire, les plans, on n'avait pas d'ordinateur, on Ouais. avait et cetera, donc c'était très long et ça m'énervait un peu entre mes idées. Moi, je suis plutôt quelqu'un intellectuel qui a des idées, des concepts et l'exprimer ses idées, on passait autant de temps à faire ce qu'on appelle un rendu, avec le rotring, l'encre et cetera. Et là, j'étais happé il y avait 3 dimensions chez le Raymond Loewy: l'architecture, intérieure, il y avait le design produit et le graphisme. Et les gens du graphisme qui étaient drôles, marrants, m'ont tout de suite happé et pris avec eux. Bref, au bout d'un an et demi, il y a une espèce de petite, révolte, chez Raymond Loewy ou pas révolte, mais bref, ces gens-là décident de partir et de créer leur boîte. Et c'est eux qui étaient à la pointe. C'est eux qui dominaient la structure. Et j'étais le petit jeune qui marchait bien, qui avait une bonne tête et tout et cetera. Hop, on dit: «Mais tu veux pas venir avec nous?» Et donc là, alors moi, c'était une aventure, j'adore les aventures, j'adore la conquête et tout et cetera. Je suis parti avec eux, mais ils sont alors partis dans un bureau, rien. Bon, ils avaient quand même quelques clients, une notoriété et cetera. Ils avaient 10 ans de plus que moi et cetera. Et là, j'ai appris et j'ai vu comment ils ont monté une boîte qui tout de suite en 2 ans, 3 ans performait, est devenu leader. Après, c'est devenu Beautiful, après un a créé, Dragon Rouge, c'est devenu une boîte, qui s'appelait Landor International et cetera. Et j'étais assez vite devenu, directeur de création et pour arriver à être entrepreneur, à un moment, j'ai compris, je ne sais pas par moi-même, parce que j'ai aussi je suis très intuitif. D'abord, je combattais mes propres intuitions, on verra après que l'intuition, c'est une qualité qu'il faut au contraire entretenir. Ça n'empêche pas d'être, à la fois raisonné et intuitif par moment. Et donc je me suis dit: «Mais il faut que je bouge, je ne vais pas rester là-dedans, je ne vais pas rester jusqu'au bout, à ma retraite et cetera, au bout de 8 ans et cetera». Et je travaillais pas mal avec des agences de communication. Nous, on faisait l'identité de la marque et je faisais donc la réflexion sur la marque et la réflexion sur les produits et l'habillage des produits ou le design des produits et cetera. Et je rencontrais des agences de publicité qui, elles, lançaient les produits. Oh! Ils faisaient des campagnes superbes, drôles, qui épataient Paris, c'était formidable et tout. Et nous, c'était toujours la voie moyenne qui passait. Et j'ai compris qu'ils étaient très forts en stratégie de marque. Mmh. Et là, je me suis dit: «Il faut que je les rejoigne ces gens-là». En plus, ils s'amusaient beaucoup. Les gens étaient très sympas et tout. Je me suis dit: «Oh là là, il faut y aller». Et là, je suis allé dans trois boîtes que j'avais un peu fréquentées
professionnellement, 2 que j'avais fréquentés professionnellement. Une qui marchait à mort, qui s'appelait BDDP, Boulet de rue Dupuis-Petit, qui étaient des personnages, hein, de la com, qui sont devenus après TBWA et cetera, qui cartonnaient littéralement, qui étaient les cadors, un peu et cetera dans Paris. Et ça marche, ils me disent: «Oui». Alors je leur dis: «Voilà, vous, vous êtes la publicité, mais il y a une communication qui est au plus près du produit. Ça, c'est ce que je veux faire, autour du produit, près du consommateur et cetera». Et je lui dis: «Ça, je veux faire, il faut s'associer sur la même stratégie de marque, mais non. Avec Boulet, ça marche». Et ils me disent: «Faut faire un business plan». Je savais pas, moi je faisais une colonne. Bon, je faisais un peu brouiller les pistes, hein, je savais mais pas plus. Et je fais 2-3 rendez-vous, faut monter un truc et je vais en voir une autre. Je me dis: «C'est trop facile». Ça s'appelait FCA et FCA rebelote, même truc. Et puis il y a une copine qui me dit: «Ah, il y a un mec qui est un peu comme toi, faut que tu le rencontres, il est complètement fou, il fait des campagnes aussi superbes, il s'appelle Philippe Michel». Je vais voir ce mec, qui faisait RAM, qui faisait, Leclerc, les campagnes, qui faisait, «J'enlève le haut, j'enlève le bas», qui faisait et cetera. Je connaissais pas, qui me reçoit au bout d'une heure, j'avais attendu dans une salle où on joue au ping-pong avec des créatifs. Je lui dis: «Qu'est-ce que c'est que ce bazar?» J'aime quand même un peu les choses structurées. Et là, on est partis ensemble, ça a duré 2 heures et il avait tout de suite pigé et même allé plus loin sur la communication qui s'est appelée proximité. C'est-à-dire la publicité, rendre public dans la cité, c'est ça? Et moi, c'est rendre, heu, c'est au plus près du consommateur du produit, c'est-à-dire pas loin du lieu de vente, si j'ose dire, pas loin de l'attraction. Communiquer par le produit, par, son packaging, par son identité de marque Mmh. et par ses lieux, quoi, voilà. Et donc on a monté, ensemble Proximité. Là, j'ai bien sûr été, actionnaire et là, j'ai commencé à goûter et puis il me laissait une paix royale et de temps en temps, il intervenait. C'était un gourou, hein, c'était un type, c'était le gourou d'Apple, Il était beaucoup plus de âgé que Steve vous, Jobs. Oui, non? il était plus âgé. Un personnage aussi, un personnage, il y avait Ségala à l'époque, mais c'était Star System et puis il y avait l'intellectuel, Mmh. Philippe Michel, voilà. Et qui était un peu enfin, Et finalement votre mentor quand même qui a de été mon l'époque? mentor et puis qui en plus, moi j'étais une petite filiale, c'est la première filiale qu'ils ont créée, qui a Mmh. vite marché. Donc voilà, et après, bah, il est mort en fait. Il est mort, il a eu un accident en Corse, en se baignant dans sa piscine. Ça m'a fait un choc terrible, j'ai eu un zona. Je suis resté un peu. Il y avait des gens formidables parce qu'ils recrutaient, c'était une ruche à talents. Châtilliez, Good, Devarieux, tous les talents étaient là. On recrutait même quelqu'un dans la rue parce qu'il avait un talent. Je trouvais ça formidable, quoi. Et puis tout marchait et tout et cetera. Petit à petit, l'esprit a changé et là, je me suis dit: «Écris ton projet». Ça correspondait pas du tout aux leurs, je dis: «Bah, je m'en vais» et j'ai mis 1 an à partir parce que j'ai voulu qu'après moi, ça se passe bien. J'ai toujours ce sujet de succession et là, je me suis dit: «Je vais faire mon agence» et mon agence, c'était quoi? C'était l'idée d'être stratégique sur la marque. C'est quoi la marque? Quel est son fondement? Qu'est-ce qu'elle apporte? En quoi elle est utile? Sur son marché, pour ses publics et ensuite, c'est quoi son expression au plus près? C'est-à-dire sur son identité et notamment ses lieux et cetera et il n'y avait pas vraiment ça sur le marché et ça marchait très vite. Pour être tout à fait honnête, peut-être pour vos publics, je raconte pas ça en satisfaction personnelle, c'est juste pour donner des idées, des repères aux gens qui peuvent être utiles. J'allais monter ça parce que j'avais peur. Je venais d'un grand groupe qui était, attendez, français, mais qui était américain, qui était le plus grand groupe mondial de communication, qui s'appelait Omnicom quand même, qui est toujours le numéro 1, d'accord? Mmh. Donc on avait quand même des sacrées ressources potentielles. Puis derrière, il y avait quand même des gros budgets qui faisaient, l'alimentaire, c'est besoin entre Gillette, Henkel, et cetera, ça. Et là, donc, puis on avait quand même du confort, on avait, et cetera. J'ai des recherches, des gens dans le monde, on faisait des BBDO meetings et tout ça. Et donc là, et j'aimais bien cette idée de groupe, j'aime bien l'idée d'apprendre de partout, et cetera. Et là, partir tout seul, finalement, je vais monter ça avec un partenaire anglais qui a été revendu entre-temps aux Américains, qui s'appelait Interbrand. On fait un deal ensemble avec avocat et tout, et cetera. Et je et au moment de signer, c'était donc en fin décembre, c'était des Anglais. Je sais pas pourquoi ils étaient venus ils avaient voulu faire ça chez un notaire en France. Alors tout était déjà réglé. En plus, j'avais un client Intuitive Personnel qui était Peugeot, avec Christian Peugeot. Donc j'avais dans ma besace, donc je partais déjà avec 30 à 40 du business qui était fait, si j'ose dire. Il me restait le reste à aller chercher, mais c'était pas pour moi si compliqué que ça. Et les gars commencent à me dire, parce que mon avocat, Golden Parachute, Mmh. vous êtes payé combien? Je suis très mesuré, moi j'en cache toujours. Mes objectifs, j'y arrive. Et je me dis: «Mais qu'est-ce qui m'emmerde?» Et là, je me suis levé, je me suis barré. Et dans ma voiture, Le j'ai eu jour du deal, le quoi? jour du deal, Ah ouais. alors que j'avais déjà pris 5 personnes de mon agence avec leur ancienneté de 10 ans,
et que je reprenais après. Et là, tout d'un coup, je me suis dit: «Mon intuition et mon caractère intempestif, un peu colérique, c'est peut-être pas très bon». Alors, dans ces cas-là, vous appelez qui? Bah, vous appelez votre femme, qui vous dit ce qu'il faut que vous ayez. «Mais attends, fais-le Olivier, fais-le tout seul, tu es capable». Mmh. J'appelle un autre bon copain, qui me dit la même chose et qui me dit: «Attends, si tu as besoin de sous, je vais t'aider», qui était dans la communication, pas dans le design comme moi, mais je peux t'aider et tout. Et le troisième, c'était Jean-Michel Villemotte, qui m'a dit la même chose. Il me dit: «Attends, on déjeune tout de suite ensemble». Voilà, et du coup, je suis parti comme ça, et les mêmes sont revenus 1 an après parce que je gagnais beaucoup d'argent, enfin beaucoup d'argent dès la première année, si j'ose dire, ce qui était pas prévu. J'avais fait 10 fois mieux que le business plan, parce que je suis toujours très, très, très prudent, et ils voulaient simplement être minoritaires. Je dis: «Attendez, tant que vous êtes là, c'est pas possible, vous étiez tellement mauvais, vous auriez pu voir le potentiel que j'avais, Mmh. et là, vous me prenez ma cher. Donc quand vous serez licencié, peut-être, mais pas pour le moment». Voilà. Mais c'est pas une revanche que je veux dire, c'est un moment où il faut suivre son truc, bien s'entourer, encore une fois. Les 2 copains étaient excellents et puis ma femme a été déterminante et je suis parti, voilà. Mais c'est intéressant parce que vous disiez tout à l'heure, vous avez dit cette phrase, parfois en fait l'intuition, je l'écoutais pas, elle était contrariée. Alors que là, on a l'impression au contraire que vous avez, suivi, dans un moment un peu de clarté. OK, en fait, c'est pas ce qu'il me faut, il faut que j'y aille et vous avez osé prendre ce risque, osé, pendant le jour du deal claquer la porte et dire: «Non mais en fait, il faut que je le fasse moi». Alors j'ai compris que c'était pas si simple, que vous aviez besoin d'être assuré par des personnes autour de vous, mais J'avais 40 ans, vous 2, aviez 40 ans. 3 enfants, D'accord. donc Ouais, en plus des avec charges à faire. exactement, le risque que ça comporte, la peur que ça comporte. Pourquoi est-ce que tout à l'heure vous disiez: «Parfois en fait, j'écoutais pas assez mon intuition, parfois en fait, l'intuition, elle était contrariée»? Heu, je vais revenir en arrière, c'est que, mon métier est aussi un métier d'expérience et un métier aussi d'observation et cetera, donc et pour structurer un propos, il faut qu'il soit étayé, voire même prouvé, voire même avec des chiffres, des ceci, cela, et cetera. Donc je me suis intellectualisé pour donner Mmh. ça, et quand je travaillais dans le groupe, BDO et notamment aux États-Unis, ils me disaient, «Vous êtes un intuitif, formidable, gardez believe your intuition». Donc il fallait que je garde mes intuitions. Je me suis dit: «Moi jamais personne m'a parlé comme ça, quoi». Et là, alors j'étais comme un pape, enfin si j'ose dire, je me suis dit: «Bah, c'est ça, c'est du bonheur». Je vais écrire, et Philippe Michel me disait la même chose. Il me disait: Tu vois des choses que les gens ne voient pas, tu as des intuitions, garde-les. Elles sont souvent, vraies, mais pas toujours. Tu peux après vérifier qu'elles sont justes, tu peux les garder, mais garde tes intuitions». Et ça, sur beaucoup de sujets, je l'ai vu professionnellement, je parle professionnellement. Professionnellement. Voilà, j'ai su ça. J'ai eu un truc qui m'a donné confiance en moi à l'âge de 30 ans. BBDO, on a un projet avec Madeleine qui est ministre de l'Industrie, et il veut favoriser les emplois, donc créer une entreprise. Une entreprise, c'est facile. Bon bref, on va là-bas, et le truc qu'on doit aider, ça s'appelle ANCE, Association nationale de création d'emplois, ou je sais plus quoi, et cetera. Bon bref, on y va pour voir qu'est-ce qu'on peut en faire, comment on peut faire. Moi, je regarde sur le design, je suis autour d'une table dans un truc de ministère, c'est en plus très étriqué, les directeurs de cabinet sont derrière, on est autour, et d'un coup je vois NCE, je dis: «Eh, il y a pas un problème là, NPE?» Et donc vite fait, je rajoute un C devant, je me rappelle plus l'acronyme qu'on a fait, un E derrière, ça fait chance, je mets entre parenthèses un S pour faire toutes les chances de côté, on est parti là-dessus. Mmh. Et peu de temps après, le directeur de cabinet, qui sont, bac+22, qui ont fait et cetera, m'appelle, qui me paraissaient, des gens très intelligents, beaucoup plus que moi, m'appelle et me dit: «Je voudrais bien déjeuner avec vous, ça me ferait plaisir». Pourquoi pas, moi, tiens, hop, je vais déjeuner avec lui, et là, entre la boire et le fromage, il me dit: «Oh, vous avez une faculté de raisonner simplement, c'est incroyable. Vous avez une faculté à voir des choses que nous, on ne voit pas. Est-ce que vous pourriez nous donner des cours?» Alors là, j'ai cru franchement qu'il se foutait de moi. Et donc je n'ai rien répondu, j'ai réfléchir, et je suis rentré vite fait à l'agence, je vais voir Philippe Michel et qui me dit: «J'espère que tu as pas répondu», il me dit, tu ils me disent: «Mais tu sais qu'il t'envie, il t'envie ça». Parce que lui, il pense pas par Mmh. lui-même. Alors un dos autres mes autres mantras, faut avoir, c'est mon grand-père qui me l'a donné et que j'ai toujours, toujours en tête, des fois qu'à ses défauts, beaucoup de défauts des fois, c'est penser par moi-même. J'essaye de ne jamais, par exemple, lire une critique, de la lire après. Voilà, j'essaie de penser le plus par moi-même, dans tout. Voilà, dans tout, dans tout, dans tout. Voilà, voilà ce que je veux dire, sur la femme que je vais, conquérir ou épouser, j'ai pas besoin de l'avis de ma mère, mes parents, des Mmh. amis, des copains.
Et quelques copains jaloux qui en plus ils me disaient: «Elle était pas bien pour moi» et cetera. C'est pareil sur une pièce de théâtre, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc ça, c'est un truc que j'ai vraiment en moi. Pense par toi-même, écoute et ça n'empêche pas après, vous voyez, de et ça, c'est un ça va pas long ça va avec l'intuition, ça va avec l'intuition. Mais c'est intéressant parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui nous écoutent qui, un peu comme ce que vous décriviez, quand vous étiez plus jeune, ont pu avoir des intuitions contrariées ou n'écoutent pas leurs intuitions par peur de pas rentrer dans un cadre du monde professionnel où il est attendu que on soit pro, qu'on fasse des slides, à l'heure actuelle, que Bien tout sûr, bien soit sûr. structuré et cetera et c'est vrai que ce dosage, il est pas facile à trouver parce que quand on est intuitif, on a envie d'écouter son intuition. En même temps, parfois, il y a des contraintes qui font qu'on est un peu obligé et donc j'ai beaucoup aimé cette phrase où vous avez dit: «C'est une intuition qui est quand même raisonnée». Bien sûr. C'est-à-dire que, voilà, c'est pas on fait n'importe quoi, mais on l'écoute, on va la chercher et d'ailleurs tout ce que vous me disiez au début sur lire, se cultiver, aller la provoquer quoi, cette intuition, c'est là, mais on y met un peut-être un petit une petite Ouais, pellicule de structure? oui et oui, 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 puis en plus ça pèse pas dans, réfléchir, mais je crois aussi beaucoup à l'intuition avec de l'énergie. Parce qu'on peut se tromper avec son intuition, mais on corrige. Oui. On s'est trompé le lundi matin, on corrige le lundi midi, voilà et hop, on passe à autre chose, vous voyez ce que je veux dire? Même l'échec, j'aime les échecs par exemple, parce qu'au contraire, ça vous fait réfléchir. Mmh. Pourquoi on s'est trompé? Si on n'a pas d'échec, on est comme ça, impeccable et Ouais, tout, ouais. c'est pas voilà. Non, au contraire. Mais par contre, faut tenter plein de choses, faut tenter plein de Puis choses. on s'ennuie pas. On s'ennuie pas exactement. Donc non, il faut croire à ses intuitions, 1 je sais souvent, en fait, la première idée, c'est la bonne Ah ouais, et c'est vous le après, j'en ai constatez? mis 36 autres. On m'en a donné encore plein d'autres Mmh. et finalement, je reviens. Ça, c'est quoi la première fois que j'ai vu quelque chose? La première rencontre, voilà et du reste, je fais très attention à la première fois. Je parle pas rencontre humaine, je parle de rencontre, par exemple, là, on me demande un diagnostic d'un lieu. On me demande, «Qu'est-ce que vous pensez de mon hypermarché? Qu'est-ce que vous pensez de notre marque? Qu'est-ce que vous pensez de notre service?» Je le teste, je le vois. Bah, souvent, la première impression alors qui est attention structurée, hein, c'est pas un coup de j'ai pas fait ça en 5 minutes, d'accord? Souvent c'est la bonne et vous avez tendance à l'oublier parce qu'après vous avez tellement d'informations que vous oubliez. Je vais vous en donner un exemple concret. Je dois travailler sur le BHV avec, la famille Houzé et revoir le BHV notamment, tous les étages, mais notamment le sous-sol, le fameux sous-sol et au BHV, c'est un magasin que j'adore, notamment le sous-sol. À l'époque, je parle de ça il y a 15 ans comme tout acheteur, j'ai toujours observé que le temps qu'on trouve le produit que vous cherchez, le temps qu'après on va trouver la caisse pour payer, ça y est, il y a 20 minutes, donc 10 minutes pour trouver le produit. Donc je me dis: «Qu'est-ce que je peux faire?» Je dois améliorer les ventes et c'est ça mon sujet, mais évidemment. Mais comment je vais structurer l'architecture intérieure? Je vais déjà mettre les caisses lisibles. Au lieu d'avoir une là, une là, je vais les regrouper à plusieurs endroits. Alors j'ai eu les syndicats qui aimaient pas parce ils se cachaient un peu derrière les piliers, mais peu importe, on a regroupé et cetera. J'ai fait des allées bien strictes, j'ai bien, et cetera. Donc ça veut dire que si je fais mes courses, si je vais chercher le produit et que je vais plus vite et que si je paye plus vite, le temps économisé, bah, je vais passer dans le magasin. On a augmenté les ventes de 15-20%, soyons clairs. Ça, c'était une première intuition. Mais après, j'ai eu chaque marché, la droguerie, l'électricité, qui m'a donné son business, qui m'a donné ses chiffres, qui m'a donné les chiffres du marché, et ce qu'il pourrait avoir, pourquoi, des observations sur les clients. Alors, entre les bobos, entre les bricolos, entre les ceci, les cela. Alors, bon, il y a des choses intéressantes, mais il faut garder une idée qui vous structure une action. Vous voyez ce que je veux dire? Et une forme de Et une simplicité, forme de quoi. simplicité. De toute façon, être simple, c'est le plus important. Même si le sujet est complexe, il faut arriver à une pensée la plus simple. Parce qu'il va falloir embarquer tout le monde, il va falloir embarquer les consommateurs, ceux qui font la marque, les acteurs de la marque. Alors que si c'est un magasin, ceux qui dirigent, ceux qui sélectionnent les produits, il faut que tout le monde soit aligné. Et donc, il ne faut pas que tout le monde réinterprète l'idée. Mmh. Voilà, ça n'empêche pas que derrière, il y a des sous-idées. J'ai toujours tendance à dire, c'est que beaucoup d'idées ne font pas une grande idée. Il vaut mieux une seule idée bien centrale, bien évidente. Et puis après, voilà, une exécution pour qu'elle marque, hein. Mon sujet, c'est de faire de la transformation. Il faut que ça soit lisible de cette transformation. J'ai fait, par exemple, dans mes échecs, j'ai fait beaucoup de magasins, par exemple, beaucoup, beaucoup de magasins, de marques. J'ai fait des magasins transformation zéro. Alors, pour un tas de raisons, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça marche. Mon métier, c'est pas qu'il soit beau. Beau, c'est pour moi. Beau, c'est ça. C'est important, on verra sur le beau tout à l'heure, mais ce qui est important, c'est que je transforme les choses, c'est-à-dire qu'il y ait du monde. Le vrai
le vrai film où personne ne l'a vu, c'est Bien tant sûr. mieux, le vrai et cetera. Par exemple, quand on a travaillé sur le TGV Atlantique, c'est nous qui l'avons designé, nos équipes, on l'a regardé en tant que passager, on l'a regardé en tant qu'exploitant, il doit durer pour amortir le coût, c'est pas du TGV qui coûte cher, c'est le rail et pour amortir le coût de rail, il faut que le TGV dure 40 ans. Alors qu'il fait aller-retour dans la journée, donc il est usé. Mais on l'a regardé aussi sous celui qui nettoie. Donc celui qui nettoie, et quand on arrive, il est souvent sale. On a éliminé les poubelles, on les a recentrées sur la plateforme pour que tout le monde ramène sa poubelle, c'est plus écologique, il y a le tri, mais c'est surtout le temps économisé, il va pouvoir la passer un peu plus à nettoyer Mmh. sur la moquette qui est souvent dégoûtante. Donc écoutez les gens, mais ils me disent, mais avec la poubelle plus la moquette, on a trop de boulot. Bon, vous voyez, voilà, cette observation intuition, voilà, il faut la garder et ce retour d'expérience. Parce qu'il ne faut pas se fier qu'à son intuition. Est-ce que ça a plu aux gens? Je ne dis pas toujours qu'on a une bonnes intuitions. Des fois, c'est j'écoute les gens. Hein, j'écoute simplement les gens. J'écoute mon client. J'écoute mes clients et tout, etc. Et souvent, ils l'ont, mais elle est pas forcément. Elle est un peu cachée. Elle est cachée, involontaire évidemment, mais elle n'est pas assez formulée, elle n'est pas assez exagérée. Je crois beaucoup aussi à exagérer les idées, moi. Mmh. Voilà. Pour les rendre Simple lisibles. et lisible, ouais. Lisibles. Lisibles. Voilà. Olivier, vous me disiez, avant qu'on commence à enregistrer que vous accepteriez de parler de votre vision du design. Le design, c'est pas que du beau. Alors vous l'avez un peu dit là en filigrane, tout au long de cette conversation, mais je serais curieuse justement que vous me disiez quel est finalement le design, ça sert à quoi? Votre métier, depuis toutes ces années, il servait à quoi? Le design, il sert à 2 choses. Il sert à, tel que je le pratique, c'est pas un design d'objet, c'est un design rendre facile la vie quotidienne des gens. Donc, est-ce que ce fauteuil, je suis bien assis? Est-ce qu'il s'entretient bien? Est-ce qu'il est lavable? Est-ce qu'il est peut-être, évidemment ergonomique, on l'a vu, mais est-ce qu'il est aussi peut-être léger à porter parce qu'on le déplace? Puis est-ce qu'il coûte pas cher? Voilà, parce que sinon faire un truc bien performant, mais qui coûte très cher. Par exemple, quand je travaillais sur TGV, il fallait pas que ça augmente le prix du billet. Mmh. D'accord? Donc, et je dois être «économe» entre guillemets. Ça, c'est du design et il doit être utile avant tout pour les gens qui l'utilisent ou qui l'achètent, qui le consomment, qui le préfèrent et tout et cetera. Donc il doit être différenciant, marquant, ça c'est là où la marque a un point de vue et puis ensuite qui corresponde à des attentes, à des besoins, des satisfactions clients. Donc on est dans les usages, voilà, on est dans l'utile. Le beau, où il arrive, après. Le beau sublime, le beau donne envie. C'est indéniable. Voilà, les gens en ont besoin. On a vu, par exemple, les Jeux olympiques, c'était beau. Les stades dans les rues pour le 9-3, c'était formidable. Ils font déjà du foot dans les rues. Là, maintenant, on leur dit que dans les plus belles lieux de Paris. Donc l'esthétique a vraiment son importance. Mais la forme, sans le fond, les gens sont pas cons, ils vont pas acheter 2 fois, 3 fois. On les prend pas, voilà. Donc il faut qu'il y ait du fond, il faut qu'il y ait de la forme et il faut qu'il y ait la beauté sublime les choses, l'esthétique industrielle. Si le nombre de produits où on se dit tiens c'est beau mais c'est pas confortable, c'est pas pratique, les chaises s'empilent pas. Dans le TGV, j'avais des gens qui m'envoyaient qui envoyaient des mails ou sur internet, sur le réseau, ils me disaient les sièges sont trop durs. Alors je leur expliquais oui, ils sont un peu durs, parce que comme on ne va pas les changer, il faut qu'ils s'affaissent doucement. Parce que sinon, dans 5 ans, ça y est, mal au dos. Donc on est parti plutôt sur Un peu des trop sièges, dur. une ergonomie à l'allemande, comme dans les Volkswagen ou comme dans les Mercedes, etc. etc. Voilà. Donc il y a des choix, il y a des arbitraires. Voilà. Et le prix, par exemple, en est un. Si ça vous intéresse sur le design, j'ai pensé à vous et je sais que des fois vous posez la question. On n'a pas fait mieux que ce qu'a fait Dieter Rams. Des gens ne connaissent pas. Dieter Rams, c'est le designer de Braun et qui est encore vivant et qui a inspiré, qui a fait les produits Braun. En Braun, c'était des tournevis, c'était des chaînes hi des rasoirs, des cafetières, des pèse-personnes et tout, etc. dans les années 70-80. Et ça a inspiré Apple. Apple, Incroyable. tout vient de ce designer-là, allemand, qui est toujours vivant, 92 ans. Et dans les années 80, il écrit ça. Et il écrit le bon design en 10 points. On le trouve sur Internet et tout, c'est un personnage formidable. Il est innovant, mais pas innovant uniquement technologiquement, innovant dans les usages, un nouvel usage, voilà, etc. Il est utile, on l'a vu, esthétique, on en a parlé, il est compréhensible, moi j'appelle ça lisible, Mmh. discret, j'aime beaucoup ça, honnête. C'est-à-dire que ce n'est pas la forme au détriment du fond. Il faut que j'en ai pour mon argent. Il est durable,
écrit ça en les années 80-90, approfondi, c'est-à-dire que les détails comptent. Est-ce que le zip marche bien? Est-ce que le pied raye pas le parquet, et cetera? Et il rajoute à la fin: «Et évidemment respectueux de l'environnement». Et le 10e point, c'est aussi peu de design que possible. Ah, Et ça a été fait il y a 25 ans, 30 ans. Voilà, c'est ça, parce que incroyable. rien ne me fait plus plaisir, c'est de savoir qu'on a amélioré le quotidien des gens. Voilà. Donc c'est pas embellir la vie, c'est rendre la vie plus facile. L'esthétique a son rôle, puisqu'il l'emploie, mais c'est ça le design de l'utile. Et c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on le perd de vue et je pense qu'on a tendance à faire passer, ben, comme vous dites, la forme sur le fond et à se dire, parce qu'on n'y connaît pas grand-chose, finalement, il faut juste que ça soit beau. Et moi-même, en fait, en tant que, bah, Mmh. vous connaissez un peu ma famille, ma maman adore l'art, Mmh. moi aussi je suis baignée là-dedans, j'ai une marque de joaillerie, donc j'adore le beau, mais jamais au détriment de l'utile. Voilà. Et parfois on l'oublie. J'adore le design fluide, c'est-à-dire où il y a même pas de mode d'emploi, Ouais, où on comprend bien tout, sûr. où tout est facile, faut rendre facile. Si vous prenez les transports en commun, j'ai beaucoup travaillé sur, la mobilité aussi, il y a plein de choses à améliorer. On télétravaille maintenant, on peut peut-être même téléphoner, mais on va peut-être regarder son mail. Est-ce que assis debout, est-ce que je vais pas mettre plus de monde, légèrement assis debout? Est-ce que je vais, et cetera. On est toujours en retard des nouveaux usages des gens. En fait, la vie des gens a beaucoup évolué et ce qu'on leur propose est un peu toujours en retard, quoi, voilà. Donc c'est formidable de réinvention, quoi, voilà. Je saute complètement, du coq à l'âne, je vous préviens Olivier, mais je voulais parler de transmission. Je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur et si je me trompe pas, vous êtes justement dans une phase de transmission de votre entreprise, notamment, vis-à-vis de votre Ouais. fils et c'est intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont peur de la transmission, qui la refusent, parce qu'ils ont envie d'aller jusqu'au bout. Ils se disent peut-être que, bah, c'est une fin. Moi, je crois pas ça. Je crois au Ouais. contraire que c'est un début, parce que c'est le début de quelque chose qui va continuer différemment. Heu, Peut-être d'abord pourquoi cette obsession de la transmission? Comment ça se manifeste? Au début, j'ai fait, la société Sagazin Partners, pour me faire plaisir et j'avais promis à ma femme que ce serait une petite entreprise. C'est devenu une société qui fait 35 millions d'honoraires et qui a plus de 150 personnes et qui est grande. Mais c'est à mon insu, si j'ose dire. Je reste toujours dans ma tête j'en ai une forme de légèreté, voilà. Le seule chose, c'est que j'ai embarqué des collaborateurs pour que beaucoup j'ai formés et donc je leur dois, et qui sont devenus associés, qui sont devenus des associés, j'ai une responsabilité vis-à-vis d'eux. Et la responsabilité, c'est petit à petit de m'écarter et de leur laisser la place. Voilà, parce qu'ils ont 10 ans, 20 ans de moins, ils sont encore plus dans les usages d'aujourd'hui. Ils ont compris, Sagaz, tout est venu, donc la succession, la transmission, plus que la succession, pardon, le mot transmission, j'y pense depuis toujours. Si j'avais pas fait ce métier-là, j'aurais été éducateur. J'adore aider les enfants jeunes, j'adore ça. Donc, quelque part, j'étais un petit côté professeur à l'agence. Donc, j'ai beaucoup formé. Maintenant, j'ai plus la patience, mais à l'époque, j'ai fait beaucoup. Donc, à un moment, si vous êtes logique avec vous-même, bah, laissez-les faire. Et un jour, c'est arrivé, il y a 15 ans, un collaborateur, j'ai tout de suite mes premières idées, mes intuitions. Je reviens d'un visite et je donne, au collaborateur qui est en plus un associé, je dis: «Tu vois, il faudrait faire comme ci, comme ça». Je sors un calque, je dessine pour reprendre le plan et cetera, nin pendant genre un quart d'heure et ça va vite parce que j'ai plein d'autres projets et tout. Ça va vite, mais j'ai déjà mes idées et je les fixe et je devais être un peu, rapide, et il me dit tout à trac: «Mais ça va Olivier, je vous connais. Je sais faire du saguet sans vous, laissez-moi faire». Je sais faire du J'ai Sagaz rien comme dit, sans vous. parce que je trouvais d'abord il était un petit peu nin, mais j'ai trouvé d'abord qu'il avait super raison, sur le fond et sur la forme. J'ai réfléchi et je lui ai dit: «Mais qu'est-ce que je m'embête?» Il fait du Sayez sans Sayez et en plus il amène, ses propres intuitions. Il a même sa propre vision, voilà et parce que il travaille avec moi depuis 15 ans déjà, d'accord? Et donc à partir de là, j'ai vraiment changé et certaines personnes de l'agence que j'ai choisies, je les ai laissées faire et en fait, le principe, je les laisse faire, je regarde ce qu'ils font, je les aide à aller plus loin, je les aide à gommer, je les aide à aller plus dans le cap Mmh. et quand c'est vraiment pas bien, c'est-à-dire 5, là, je reprends les commandes. Je dis: D'accord. «Passe-moi le volant», je reprends le volant, Donc ce qui est très rare. vous Non, laissez pas quand même, non, 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 par contre, j'ai vraiment essayé. Alors après, c'est l'étape suprême parce qu'on fait 2 métiers. On est directeur de création et en même temps, on est entrepreneur. Et là, maintenant, entrepreneur, ça veut dire aussi diriger, bah, le plan de développement,
un plan de développement, qui va jusqu'à l'étranger. On est en train de racheter une société à New York, une petite société, qui fait du design, d'espace. C'est aussi s'occuper, du recrutement, c'est aussi s'occuper des finances, c'est aussi s'occuper de beaucoup de choses et cetera. C'est un que j'aime beaucoup aussi, ce métier-là. Aussi leur transmettre ça, quoi. Il faut pas non plus que et donc j'ai décidé il y a 4 ans d'aller plus loin et donc j'ai choisi 3 personnes. On a sauté une génération, c'est-à-dire une génération qui était autour des 60 ans, on est passé tout de suite à ceux qui ont 40-45 ans et qui ont travaillé avec moi au moins 15-20 ans et cetera et 3 personnes, un directeur de création qui est carrément, débuté à l'agence et qui est formidable, un autre garçon, qui est plutôt dans le conseil et dans l'organisation, plutôt une un Sa comment partie dire? Une fonction, gestion, ouais, ouais. commerciale et puis le troisième c'est mon fils qui vient encore d'un d'autres univers, voilà. Mais ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas associés. Simplement, il en faut 3 pour diriger et puis il y a d'autres personnes et je veux qu'ils soient tous associés. Alors la société vaut beaucoup plus cher et là, on est en train de les pousser à être entrepreneurs et de savoir investir, voilà. Et donc ça, c'est plaisant et qu'est-ce que j'ai fait pour être sûr que ça marche? Et à un moment, je leur ai dit: «Écoutez, l'année prochaine, je viens plus et je viendrai 1 ou 2 fois par mois». Alors je me suis forcé parce que j'adore ça, j'adore mon agence, j'adore les gens, j'adore mon agence. Donc je me suis forcé à pas le faire. Entre-temps, je m'étais fait un bureau chez moi aussi et puis je me suis rendu compte que de toute façon, j'avais tellement d'autres choses encore à faire, à rencontrer d'autres gens, à réfléchir sur d'autres sujets. Je vois encore beaucoup de monde comme vous ce matin et cetera. J'ai une vie bien remplie, là je pars à Marseille et je vais quand même travailler sur quelques projets où je sais que je que je peux être vraiment utile, plus utile qu'eux parce que je débroussaille plus vite le projet et cetera. Voilà, mais le reste, j'ai lâché. Voilà, j'ai lâché et par contre, je les aide Mmh. sur des sujets. Olivier, on arrive, au bout de cette interview. Alors, j'aurais eu encore plein de questions pour vous, mais je veux faire absolument mon crible et je sais que votre temps est précieux. Vous savez, le crible, c'est à chaque fois les questions que je pose, à tous mes invités Mmh. et la première de ces questions, c'est: est-ce que vous avez vécu dans votre vie un grand échec, qui est un peu votre plus bel échec, dont vous pourriez me parler et les enseignements que vous en avez tirés? Bah, j'ai refait le concept du magasin et de la marque Gosport. Il y avait beaucoup de monde qui venait dans le magasin, mais aucune transformation, comme on dit. Le chiffre Embêtant. d'affaires ne bougeait pas et en fait, on était parti sur un truc qui était sélectionneur officiel des meilleures marques. C'est assez sympa par rapport au sport, par rapport à Decathlon qui vend Decathlon et un peu de marque derrière, mais ils vendent Decathlon. C'était assez malin. Et j'ai mis du temps à comprendre l'erreur et en allant, dans les magasins, je me suis rendu compte en discutant avec, un directeur de magasin qui me disait: «Mais au moins, on n'a pas de dérive, c'est-à-dire on n'a pas de vol». Je lui dis: «C'est bizarre, à la Défense, avec tous les jeunes qu'il y a, qu'on pique pas plus dans les magasins. Le sport, c'est un des trucs des gens». En fait, tous les produits étaient avariés, c'est-à-dire les marques étaient bonnes, les Columbia, les Aigle ou les, Rossignol. Sauf que c'était par exemple en ski, je m'y connais très, très bien en ski, bah, c'était les modèles il y a 2 ans, où c'était les Ah ouais. couleurs mais pas les bonnes. Les blousons, c'est pas les bons et cetera. Donc en fait, ce que je vous dites, la forme est bonne, mais le fond est pas juste. En fait, Mmh. vous mentez, d'accord? Ça, c'est un échec, total. Et quel est l'enseignement, par exemple, que vous en avez tiré Ah bah, sur ce après cas c'est précis? simple, hein, fond-forme, hein. Faut Ce qu'on dit, faut le faire. Si vous dites quelque chose, si vous faites un emballage, les gens sont c'est géniaux. En plus, c'est Ouais. populaire, moins on les trompe. Parce que les gens, ils ont pas d'argent, donc ils vont pas se tromper. Il y a que les riches qu'on peut Mmh. tromper facilement, mais pas les pauvres. Donc ça, c'est une très bonne leçon et c'est bien de temps en temps des piqûres de rappel. J'adorais, par exemple, je travaillais pour le Ritz, là, on vient de travailler sur le Ritz, mais j'adore travailler sur des hôtels populaires comme B&B Hotel, parce que les gens, ils veulent en avoir pour leur argent, Ah ouais. donc ils veulent regarder. Par exemple, pour B&B Hotel, c'est des hôtels, on est parti sur B&B Hotel, sur l'hôtel un peu comme «à la maison» entre guillemets. On se dit: «Qu'est-ce qui compte le plus?» Comme ils sont pas loin des autoroutes et tout ça, parce que les nuits d'hôtel coûtent pas cher, on a mis du triple vitrage. Oui, mais alors comment on peut se payer le triple vitrage? On n'a pas mis de porte à la douche, de toute façon ils viennent toutes seules et puis du coup c'est une porte coulisseuse, ça coûte moins cher. Puis on a mis uniquement de la peinture télé. Mais et qu'est-ce qui compte après? C'est un bon lit. Donc on a Mmh. mis un matelas de qualité bien large et on a fait l'économie, pas de porte de placard qui pète et on a tout de suite son dressing, de toute façon on va rester 2 jours et cetera. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens, ils veulent regarder tout de suite ça. Ils vont tout de suite le voir. Si le rayon des gens qui partent le matin qui claque, et puis le rayon lumineux qui passe sous la porte et vous réveille le matin. Non, mais en fait, ce Donc qui est hyper intéressant, c'est que vous hiérarchisez ce qui est important. ouais, C'est ça, cette ouais, clarté et puis après vous faites des choix parce qu'on est ouais, obligé ouais, de faire ouais, des ouais. choix, quoi. Bah, tout faire, c'est pas possible. Mmh. On va pas donner. IKEA, on en a pour son argent.
On va pas faire, l'héritage, sur du IKEA, transmettre en 3 générations. On le paye pas, c'est pas la commode de Louis XVI ou Empire. Il y avait quelque chose qui était à refaire, qu'est-ce que vous auriez envie de refaire différemment? J'irai à l'étranger beaucoup plus vite, et Vous voulez dire j'y pour resterai, j'y l'entreprise? resterai. Alors l'entreprise y est à l'étranger, on fait 30 à Ouais, 40 de mais notre, je veux dire, vous ouais. auriez envie de la développer plus vite? Je vivrai là-bas, je travaillerai là-bas. D'accord. Je travaillerai, alors on a essayé, Asie? on a eu une filiale au Brésil, mais je vivrai aux États-Unis, en Allemagne par exemple. Ah ouais. C'est pas un pays, que j'aime le mieux, mais d'abord j'adore l'éducation, j'adore l'industrie, j'adore, la démarche industrielle des Allemands qui vise à la qualité, voilà, et il faut se forcer à faire un truc comme je me suis forcé à faire chasseur alpin. Je vivrais bien en Allemagne, j'apprendrais l'allemand et tout, et cetera. Je reviendrais différent. Moi, aux États-Unis, ce serait facile, mais voilà, ça, vivre, vivre, travailler son métier d'ailleurs pour mieux revenir. J'adore la France. Je trouve qu'en plus, on est un pays du design et de le rendre la vie belle et facile dans le quotidien. Donc c'est important, mais il faut des fois s'en extraire. Il faut avoir fait le tour du monde pour Mmh. mieux y revenir. Qu'est-ce que vous trouvez beau? Alors à vous, cette question, elle est particulièrement forte. Ça peut être au sens bien sûr, esthétique ou La métaphorique. nature, la nature n'a aucune faute de goût, aucune, aucune. Citez-moi un endroit qui est moche. C'est les couleurs, tout est mélangé. Vous dites c'est pas possible. Vous refaites la même chose. C'est une usine à gaz, c'est un Paris-Dakar, c'est moche. On dirait, c'est beau. La nature, c'est la nature. Le monde du vivant est remarquable. Remarquable. Les animaux, est-ce que je préfère la girafe à cause de ses taches ou le zèbre et ses rayures qui sont magnifiques. La beauté et puis elle vous sublime la beauté. Il y a plein de choses très belles, plein de choses très belles. J'essaye de le faire de manière populaire. J'essaye de le rendre, par exemple, comme je suis très obsédé par le, on est à Saint-Ouen, je me bats sur ça, sur rendre le beau accessible. Mmh. C'est l'accessibilité du meilleur. Les meilleurs profs, oui, les meilleurs lycées, oui. Mais par exemple, mon agence est ouverte à toutes les associations qui peuvent venir pour faire leur congrès, ce qu'elles veulent, leur séminaire, leur rencontre et tout, etc. Parce que, et elle le voit bien, c'est beau. Oh, on peut, et bien, je dis, mais c'est à vous. Parce qu'il faut le rendre accessible, ça élève les gens. À l'inverse, Olivier, qu'est-ce qui vous irrite? Qu'est-ce que vous n'aimez pas observer? Qu'est-ce que vous trouvez laid? Oh, il y a aussi beaucoup de choses à améliorer, hein, sinon j'aurais pas autant de boulot. Bah, par exemple, il y a quand je vois par exemple dans un lieu où les zones d'attente sont trop longues, je vois plein de ce que j'appelle les petits irritants, voilà. Et le designer, il les repère Ouais, partout. comme une baleine viendrait croquer le plancton, quoi, voilà, j'en repère deux trois là. Donc il y en a partout. Je dirais objectivement, ça s'est quand même bien amélioré depuis 20 30 ans. Mon métier, il y a des designers partout, il y en a dans les entreprises, et cetera. Et puis on pense usage, voilà, ce qui est emmerdant, c'est quand on ne fait pas les 2 en même temps. Mais bon, il y en a, par exemple, en ce moment, mon grand truc, c'est, toute la santé. C'est la santé sur laquelle je veux m'occuper. La santé, les hôpitaux, je trouve mal foutus de ce point de vue-là, compétence extrême. Les résidences seniors, alors là, je travaille dessus depuis 4 5 ans, j'adore ça. On est parti sur une idée d'une résidence senior pour les maintenir en vie. Alors, ceux qui sont en bonne santé, mais qui ont quand même 80 90 ans. Donc pour être en bonne santé, ce qui compte, c'est qu'ils soient dans l'action. Donc dans l'action, dans la jeunesse, donc comme mon père, moi je lui ai offert une Smart, il avait 85 ans. N'inquiétez pas qu'il rajeunit, vous mettez en plus une Apple TV, donc c'est pareil. On a fait un lieu jeune, comme si on était un Mmh. loft branché, c'est-à-dire être jeune d'esprit, Bien en sûr. ville, ouvert sur la ville, et inclure des jeunes dedans. Voilà. Alors ça produit des effets incroyables. Alors vous l'avez déjà un peu dite, mais est-ce qu'il y a une maxime, une citation qui vous tient à cœur, que vous pourriez partager avec nous? Peut-être une citation que vous vous dites régulièrement, qui vous booste, qui vous plaît? Alors, il y a ma citation professionnelle, c'est la nôtre, qui est un peu notre slogan: «Le design n'est pas là que pour faire joli», ou dans le mot marque, dans marque, il y a le mot marqué, ça c'est un peu les nôtres, Mmh. c'est professionnel, mais plus en tant qu'homme, mes enfants font pas mes métiers que moi, en tant qu'homme, je leur dis: «Pense par toi-même». Avec ça, tu peux aller loin, quoi. Mmh. Pense par toi-même, ça veut dire pense pas tout seul, mais ça veut dire quelque chose, c'est voilà, c'est une forme de philosophie. Professionnellement, il y en a une qu'on m'a dit une fois, quelqu'un qui est rentré dans mon bureau parce qu'on me proposait quelque chose, puis je répondais pas. J'étais dans une autre société, il m'a dit: «Tu sais Olivier, les plats ne se présentent qu'une fois». Mmh. Ça fait le tour de ma tête, voilà ça. Pas mal. Voilà, saisir des opportunités, j'adore Napoléon, j'adore sa vie. J'aime pas le côté militaire, mais j'adore sa vie, j'adore l'histoire avec sa femme qui est formidable, ses lettres d'amour, c'est formidable et tout. Napoléon, il a saisi des Ouais, ouais. opportunités, des contextes. 18 Brumaire, c'était pas prévu pour.
Donc je crois beaucoup à ça. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous avez déjà changé d'avis? Ah oui, 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 oui. D'abord, j'ai changé d'avis sur les gens. Comme je suis un peu catégorique, vous l'avez bien compris, avec mon intuition, je sens, j'en parle. Je me suis des fois trompé sur des gens, mais j'ai corrigé. Je sais que les gens, en fait, les gens évoluent. On peut évoluer tout le temps, on peut se corriger. J'essaye de m'améliorer, voilà. On pourra mettre ça après. Il a essayé de s'améliorer quand même, voilà. Notamment sur, je suis colérique. Quand j'étais jeune dans l'école, genre Sommerhill, qui s'appelait la Mayotte, on me disait: «J'étais caractériel». Alors je trouvais que c'était dur, mais j'avais 12 ans, hein. Mais c'est vrai, j'ai du caractère. Mais par contre, il faut pas être colérique, vous voyez? Donc ça, il faut s'améliorer. Vous y travaillez? Oui. Oui, 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 oui. Oui, oui, on peut toujours s'améliorer. D'abord, il faut écouter les autres, même si vous, voyez? Donc on Ils vous peut, disent la au moins ils sont honnêtes. oui, il faut être honnête. Et voilà, et quand ça marche entre guillemets «bien» pour vous, au-delà de ce qui était objectivement possible, les professeurs me disaient toujours, comment dirais-je? «Vous voyez pas là, voilà, on faisait pas» et cetera, et cetera. Enfin bon, j'avais les matières 0, et puis enfin pas 0, mais très, 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 très en dessous, et d'autres matières qui étaient au-dessus, et ma prof d'espagnol avait mis, élève passable qui a tout fait pour le rester. Voilà. C'était ce qui est assez vrai. Ce qui était assez vrai, d'autres. Donc ce que je veux dire, c'est que maintenant je suis plus là, et comme ça a bien marché, comme ça marche bien, si j'ose dire, je parle pas, socialement, je parle, hein, je me dois de m'améliorer pour les autres, parce que je veux aussi les aider, et je veux aussi, leur transmettre des choses, comme d'autres m'ont transmis. Plein de gens m'ont transmis, c'est à mon tour, donc je me dois d'être un peu moins, impétueux, colé colérique. Par exemple, c'est un truc, qui ne se voit pas forcément au premier coup d'œil, mais comme c'est une conversation intime, autant le dire, pas tout chaud. Non mais J'adore c'est quand on pose aux gens la question: «C'est quoi vos défauts?» Alors les gens vont dire: Je suis peut-être trop exigeant, je suis trop dans les détails». Non, faut en sors-en un vraiment, Ouais, qu'il faut enlever, ouais, ouais. qu'il faut enlever. Colérique, faut l'enlever, c'est pas bon. Vous qui êtes un libre penseur, quelle est votre croyance controversée? Une opinion, vous considérez que, bah, les gens autour de vous enfin, vous observez que les gens autour de vous ne la partagent pas? Et beaucoup de gens dans mon environnement proche et amical partagent quand même les mêmes, parce qu'on a des valeurs communes. Mais si j'écoute des gens qui sont, dans mon environnement, de contact professionnel et tout, et cetera. Beaucoup ne soupçonnent pas ce que va être la crise écologique, voilà, et comment on peut faire, et remettre la place du vivant. Mmh. Beaucoup ne croient pas. Alors, beaucoup ne le voient pas, beaucoup ne le nient. Pensent qu'au contraire, on va trouver des solutions, qu'en plus le réchauffement climatique ne sera pas partout, les températures ne sont pas les mêmes, les énergies, la science, et cetera, et cetera. Voilà, et je crois que même il est sain de moins consommer. C'est pas donc mieux consommer. Voilà, et consommer, et ça, et là, il y a des irréductibles, en plus très intelligents, en plus très sympas, Mmh. voire des amis. Donc ça, c'est difficile. Je crois aussi au social, un autre truc très important. Je crois personnellement à un truc, mais que beaucoup de gens croient pas. Je crois qu'il y a un moment, il faut partager. Et alors, moi, c'est dans l'entreprise. Est-ce que mon salaire est quel est l'écart entre le plus petit salaire et le mien? On est plutôt de 1 à 10 que de 1 à 50. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas actionnaire, bien Bien sûr, sûr. mais c'est pas pareil, voilà. Et ça, je crois à ça, je crois à ça. Je crois qu'à un moment, il va falloir partager les richesses. Il faut partager les richesses de l'entreprise. Moi, je ne pourrais pas être, dans certaines sociétés, en sachant que être ouvrier en bas, je parle en bas de l'échelle, j'ai beaucoup de respect pour les ouvriers, et là-haut qui gagne autant. Je dis: «C'est pas possible, c'est pas possible, il peut pas gagner, 200 millions, c'est pas possible, c'est pas possible. Comment il peut se regarder dans la glace? Comment? C'est pas possible, c'est pas possible». Je suis plutôt, genre Michelin, voilà, je travaille du reste pour Michelin, voilà, et c'est pas ça, on y viendra comme les pays nordiques et tout, et puis c'est sain, je trouve, c'est sain. Bah, c'est ça, alors quitte à travailler moins, quitte à avoir un voilà, mais par contre partager la création de valeur, voilà. Alors faut encourager le travail évidemment, mais il faut partager la création de valeur. Dernière question pour vous, Olivier. Je suis littéraire, d'origine, on va dire Ouais. et donc elle me plaît beaucoup. Est-ce qu'il y a un livre qui vous a particulièrement marqué, qui vous a impacté, qui vous a transformé, enfin qui vous a fait voir le monde différemment, dont vous pourriez nous parler?
et Alors quand pourquoi? j'étais plus jeune, toujours ma femme, j'avais lui disais de lire Martin Eden de Jack London. J'adore les aventures dans la nature, les aventures des aventuriers. Donc mais je l'ai relu plusieurs fois et la dernière fois était moins bonne. Donc mais bon, ce livre m'a quand même beaucoup structuré. J'adore les Trois Mousquetaires, que je relis normalement tous entiers, parce qu'il y a 2 tomes, plus 2 tomes avec les 20 ans après, plus Ouais. le Vicomte de Bragelonne, pendant l'été. Alors mes enfants savent qu'il ne faut pas m'ennuyer, si j'ose dire. Bon, mais j'aime cette épopée, j'aime le panache, j'aime cet esprit français. Voilà. De livres qui m'ont constitué, il y en a beaucoup. Pouf, 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 le bouquin de Raymond Lewis, son titre est génial. Après, le bouquin est moins bien. La laideur se vend mal. C'était dans les années 80, 70, c'était super, qui était mon patron. Mais c'est pas un livre de chevet proprement dit. Un livre de chevet, j'ai adoré, par exemple, de Paul Auster. Je crois que c'est 1984, je crois, c'est comment ça s'appelle. En fait, c'est la même histoire, mais vue par 4 angles différents. Mmh. C'est un peu, hein, encore une fois, un peu mon métier. C'est super, super. Je l'ai lu d'une traite. C'est un bouquin épais comme ça. Je le conseille à d'autres. De toute façon, tout le bouquin que j'aime, je les achète en plusieurs exemplaires et on n'y coupe pas. On n'y coupe pas, je donne. Vous Donc partagez il y en a beaucoup. Oui, puis parce que la lecture vous transforme. C'est une réflexion. J'aime beaucoup les romans. J'aime beaucoup les romans avec une histoire et des valeurs, j'ai qui a des l'impression. valeurs, un esprit. Voilà. Qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé? Bon, j'adore l'Odyssée d'Homère, par exemple, voilà, qui est un bouquin de chevet aussi. Donc les aventures quand même. Les aventures, euh, les bouquins. Alors, j'aime pas quand on donne des leçons, quoi, voilà. Il faut penser que je n'étais pas bon à l'école parce que j'aimais pas les leçons. Voilà, j'aime bien découvrir par moi-même, j'aime bien comprendre par moi-même quelque chose. Donc, je suis moi, mais ceci, il y a des très bons bouquins qui vous ont ouvert l'esprit, on va dire, hein, qu'il faut lire. Mais le bouquin qui reste, que vous avez envie de relire plusieurs fois, c'est pas la même chose, quoi. Non. Qui vous inspire. Et comment elle s'appelle? Je n'ai plus son nom. Celle qui était une Libanaise, franco-libanaise, et qui a été prof à Berkeley de philosophie et de philologie, et puis qui s'est découvert peintre à 50 ans, 60 ans, et qu'en plus qui est très connu, a écrit des bouquins superbes de poésie. J'adore René Char aussi, j'adore Prévert par exemple. Mmh. Voilà, donc, et comme j'aime bien ces gens-là, je vais même vous dire un truc aussi, c'est comme la musique, il y a des gens que j'aime bien, que je ne réécoute pas et je ne lis pas en me disant je me le préserve. Comme si vous le gardiez Un pour peu, la soif, vous voyez ce que je veux dire? Parce que le moment va être tellement délicieux, c'est comme la bonne bouteille, vous voyez? Je veux dire, vous la conservez, vous savez qu'elle existe dans la tête, voilà. Et des fois, j'attends un peu trop, voilà, j'attends un peu trop, je me dis: Voilà. Olivier, un immense merci pour tout Merci à votre vous. temps. Pour les personnes qui nous écoutent, pour terminer, qui auraient envie d'en savoir plus sur vous, bah, déjà, en fait, ils vont découvrir La Manufacture Design, donc un livre qui a été écrit Le design global par l Gallimard, exactement et voilà. qui a été écrit il y a quoi? 3 ans déjà? Quelque chose Au comme ça, moment hein? juste avant le Covid, Exactement. voilà. Donc, je mettrai le lien bien sûr dans les notes, de l'épisode. On va voir le site internet Le site de internet LinkedIn, où on est beaucoup, où d'accord, l'agence a un réseau, sa caisse d'un partenaire, et moi-même, j'ai moi-même mon propre, votre propre, voilà, page LinkedIn. voilà, page. Un dernier message à faire passer peut-être Olivier aux personnes qui nous écoutent, le mot de la fin, un message que vous avez envie de passer à l'audience? Vivez, n'attendez à demain, cultivez votre jardin, Un retour à la nature alors. retournez à la nature. Merci Olivier.